Bienvenue dans ce nouveau chapitre du MOOC Management de projet qui prépare la certification PMP. Ce chapitre 6 porte sur le management des coûts. Les objectifs du chapitre, d'abord comprendre la notion de la valeur acquise, qui est une notion fondamentale dans le management des coûts, puis identifier les termes clés, quelques indicateurs à calculer et revenir, comme d'habitude, sur la description des processus. Le premier processus de planification consiste, comme d'habitude, à déclencher le processus méthodologique, planifier le management des coûts, et puis estimer les coûts et déterminer le budget avant de déclencher le processus maîtriser le budget dans le cadre du groupe de processus surveillance et maîtrise. En quoi consiste le management des coûts? C'est un domaine de connaissance qui consiste à planifier, estimer, budgétiser, financer, provisionner, gérer, maîtriser les coûts afin que le projet soit achevé dans les limites du budget approuvé. Donc vous voyez là un ensemble d'actions qui vont de la planification à la maîtrise, mais toujours par rapport à un référentiel qui est le budget approuvé. Avant de rentrer dans les processus relatifs à la gestion des coûts, il est nécessaire de rappeler certaines notions qui arrivent très souvent à l'examen de certification. Première notion, le life cycle costing, ou le coût du cycle de vie du projet. Cette notion permet de considérer les coûts récurrents, les coûts qui sont liés à l'exploitation du résultat final ou du livrable final du projet tout au long de sa vie. Et non seulement considérer que le coût d'investissement qui sera dépensé pour réaliser le livrable. Donc le life cycle costing, c'est une appréciation beaucoup plus globale du coût d'un projet au lieu d'avoir une vision réductrice qui limite le coût d'un projet seulement à ses dépenses d'investissement. Donc ça part de la dépense d'investissement jusqu'à l'ensemble des coûts récurrents qui resteront durant toute l'exploitation du livrable du projet. Deuxième notion clé également qui revient souvent dans les examens de certification, c'est l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur est une technique ou une méthode qui nous interroge sur la possibilité de réduire les coûts du projet tout en maintenant le même scope, le même contenu. Donc comment arriver au même résultat en réduisant les coûts de réalisation des travaux? On va commencer à décrire les processus. Et pour cela, on démarre par le processus planifier la gestion des coûts. C'est un processus qui permet de définir la manière dont les coûts du projet seront estimés, budgétés, gérés, suivis et maîtrisés. Donc, c'est une description méthodologique de la façon comment le chef de projet va s'y prendre. Nous rappelons que dans la logique du PMI, le chef de projet ne fait rien si ce n'est pas documenté d'avance. Et donc, toujours ce processus planifié, un domaine de connaissance, permet de documenter d'avance la méthode que va adopter le chef de projet pour gérer un domaine de connaissance bien précis. Alors, pour planifier la gestion du coût, on peut se baser sur la charte de projet, sur une première version du plan de management global du projet, notamment ce qui a été documenté par rapport à la gestion de l'échéancier, par rapport à la gestion des risques, et les facteurs environnementaux et des actifs organisationnels, ces deux derniers qui reviennent souvent dans tous les processus. On se base sur la technique de jugement d'experts, des réunions et certaines analyses de données pour, à la fin, sortir notre output principal qui est le plan de gestion des coûts. Le deuxième processus consiste à estimer les coûts. C'est un processus qui consiste à évaluer les coûts des ressources nécessaires à l'accomplissement et à l'achèvement des travaux de projet. Et pour cela, nous devons d'abord séparer les types de coûts et revenir sur des techniques d'estimation, nous avons déjà évoqué dans le chapitre précédent, et parler de l'analyse de la réserve. Nous devons distinguer deux types de coûts, les coûts variables et les coûts fixes. Les coûts variables varient en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Par exemple, les coûts relatifs à la matière première, aux frais d'envoi, etc. Les coûts fixes, par contre, ils sont fixes quel que soit le niveau d'activité. Si on parle d'abonnement, si on parle de loyer, le niveau de dépense va rester le même, va rester fixe, quel que soit le niveau d'activité de mon projet.
On parle également d'une distinction entre les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs sont attribuables directement aux travaux du projet, comme les salaires de l'équipe, les frais de déplacement, etc. Alors que les coûts indirects sont des frais généraux encourus au profit de plusieurs projets et généralement ils sont mutualisés. Ça pourrait être les coûts du système d'information, du logiciel qu'on utilise, les taxes, etc. Les techniques d'estimation ont été déjà évoquées dans le chapitre précédent, le chapitre 5. Je rappelle que nous évoquons 3 techniques, la technique d'estimation par analogie, la technique d'estimation paramétrique en utilisant un ratio et la technique d'estimation à 3 points. Donc je vous invite, si vous avez oublié le descriptif de ces techniques, de revenir au chapitre précédent. L'analyse de la réserve est une notion fondamentale dans la planification et la gestion des coûts. L'analyse de la réserve, on peut y inclure 2 types de réserves. D'abord la réserve de contingence et puis après la réserve managériale. Nous y reviendrons quand on va décrire le montage du projet. L'estimation de coûts de manière générale relative à chaque activité doit inclure, ou il peut inclure, une réserve de contingence, qui est une réserve que je provisionne pour faire face à des aléas qui peuvent être des aléas techniques, des aléas humains ou financiers, en tout cas tout risque que pourrait rencontrer une activité. La réserve de contingence fait partie de la référence de base du coût et donc va devoir être comprise dans le besoin de financement. Les inputs de ce processus sont le plan de management de projet, les documents du projet, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. On mobilise plusieurs techniques, dont principalement les techniques d'estimation, comme je l'ai évoqué, les 3 techniques, analogiques, paramétriques ou 3 points, les analyses de données. Il faut se baser également sur le Project Management Information System, votre système d'information, votre logiciel que vous utilisez pour intégrer, récolter, recueillir et analyser toutes les données de votre projet et des techniques de prise de décision. Ce qu'on doit obtenir à la fin de ce processus, c'est une estimation des coûts de l'ensemble des activités et de l'ensemble du projet, une base d'estimation et éventuellement une mise à jour des documents de projet si nécessaire. Nous passons maintenant au processus numéro 3, déterminer le budget. Alors, pour déterminer le budget, d'abord c'est un processus qui permet de consolider les coûts estimés de chacune des activités, de chacun des lots de travaux, afin d'établir une référence de base globale des coûts approuvés pour le projet. Nous allons le voir dans un schéma détaillé tout à l'heure. Les inputs que nous pouvons mobiliser pour déterminer le budget, c'est d'abord le plan de management de projet, les documents du projet, les documents business, on trouve quelques chiffres relatifs aux coûts, les accords, les conventions, les facteurs environnementaux et les actifs organisationnels. Nous adoptons plusieurs techniques, ça pourrait être le jugement d'expert, la consolidation des coûts, l'analyse des données, la réconciliation entre les limites de financement et les coûts que vous avez estimés, et des techniques de financement. Ce que nous devons obtenir à la fin, c'est la référence de base des coûts et donc les besoins de financement de projet. Alors, pour illustrer tout ça, nous allons le voir concrètement à l'aide du schéma suivant. La première étape pour construire son budget consiste à estimer des activités. Comme nous le voyons sur ce schéma, l'activité A1, 95 $, A2 estimé à 140 $ et ainsi de suite. La deuxième étape consiste à ajouter des réserves pour contingents. C'est quoi les réserves pour contingents? Ce sont des réserves pour aléas qui couvrent les incertitudes sur les coûts ou les incertitudes tout simplement identifiées qui peuvent influencer le projet. Donc là, par exemple, sur A1, j'ai de l'incertitude, je prévois 5 $ de plus pour faire face aux aléas. Alors, les réserves peuvent être exprimées soit en pourcentage, soit en valeur fixe. J'aurais pu mettre, par exemple, pour la A2, une réserve de 10% ou de 20% pour calculer la réserve des aléas. Ensuite, j'agrège les estimations des activités avec leurs aléas dans une estimation globale qui serait l'estimation du lot. Donc le lot 1, les 340 $ que j'ai ici,
intègre à la fois les 95, 140 et 85 $ d'estimation des activités A1, A2, A3, plus toutes les réserves des alias, 5 $, 10 $, 5 $, respectivement pour les activités A1, A2 et A3. Le lot numéro 2, pareil, elle a été calculée de la même manière. Vous devez également rajouter une réserve pour alia à ce niveau-là, c'est-à-dire après avoir agrégé le coût de chacun des lots, vous rajoutez une réserve supplémentaire, une réserve de contingence pour faire face aux aléas à ce niveau-là. En agrégeant, vous obtenez un montant global, dans ce cas-là 640 $, qui tient compte bien évidemment de l'estimation du lot 1, de l'estimation du lot 2, plus les réserves pour alia. Et c'est ce montant-là qu'on va considérer comme la référence de base des coûts et donc le financement que nous devons rechercher pour exécuter et réaliser notre projet. Le management du projet ou de l'entreprise peut lui aussi rajouter une réserve managériale. Cette réserve s'appelle la réserve pour imprévu. Et à la fin, il calcule le budget du projet. Faites attention, dans les questions de l'examen, quand on parle de la référence de base des coûts, ce n'est pas le budget de projet. C'est seulement la référence de base des coûts qui intègre les estimations des activités ou des lots de projet plus les aléas. Quand on rajoute la réserve pour contingence, la réserve pour imprévu, ça devient le budget global du projet. Il faut noter également qu'au fur et à mesure que des informations plus exactes sur le projet deviennent disponibles, les réserves pour aléas peuvent être utilisées, réduites ou tout simplement supprimées. Par contre, les réserves pour imprévus sont réservées pour la marge de manœuvre du management, pas du chef de projet. Il est destiné à des travaux imprévus qui font partie du périmètre du projet afin de gérer les événements non anticipables, comme parfois les demandes de changement. Alors, pour mettre en pratique ce processus de déterminer le budget, je vous invite à reprendre le schéma que je viens de vous expliquer sur la base du WBS de votre projet entamé dans le chapitre précédent. Nous passons maintenant au processus maîtriser les coûts. Ce processus consiste à suivre l'état du projet pour mettre à jour les coûts du projet et gérer les changements affectant la référence de base des coûts. Cela mobilise un certain nombre d'inputs. Je prends par exemple les besoins de financement qui ont été définis grâce au processus précédent. Ça va se baser sur plusieurs techniques, principalement l'analyse des données et une technique que nous allons découvrir à l'aide de formules que je vais présenter par la suite, qui est l'indice de performance à terminaison du projet, qui se base sur un ensemble d'indicateurs. Ce que nous devons obtenir à la fin, c'est des informations sur la performance d'exécution, les prévisions des coûts, des demandes de changement, des mises à jour du plan de management de projet et les mises à jour des documents de projet. Maintenant, pour mettre en pratique le processus maîtriser les coûts, je vous invite à réfléchir à la question suivante. Vous gérez un projet de construction d'un entrepôt commercial pour votre entreprise. Le budget global alloué à ce projet est de 850 000 € et la durée planifiée est de 9 mois. À la fin du premier trimestre, vous avez prévu dans votre budget de dépenser 350 000 €, mais en réalité, à la fin toujours de ce premier trimestre, vous avez dépensé seulement 310 000 €. Comment se porte le projet à votre avis? Si vous avez répondu que ce projet se porte bien, c'est que vous vous êtes fait piéger par les chiffres. En réalité, vous ne disposez pas suffisamment d'informations pour répondre à cette question. Combien de travaux ont été réalisés? C'est ça la question que vous devez vous poser avant de répondre. Si seulement 20% ont été réalisés, le projet est en dépassement budgétaire. Si c'est 80% des travaux qui ont été achevés, dans ce cas-là, le projet se porte bien. Maintenant, pour mieux répondre à ce genre de questions, dans une situation réelle d'un projet, il va falloir maîtriser un ensemble de concepts clés. On parle de rapport d'avancement, on parle de valeur acquise et on parle d'analyse de la réserve. Les rapports d'avancement, pour les chefs de projet qui gèrent des projets depuis un certain temps, ils savent très bien que ces rapports-là sont nécessaires pour mesurer et communiquer avec précision l'achèvement des livrables. Ça permet également de suivre l'avancement à travers la mesure
de la valeur acquise. Maintenant, c'est quoi la valeur acquise? La valeur acquise, c'est la mesure du travail effectué exprimée en termes de budget autorisé pour ce travail. Nous allons mieux le comprendre sur un exemple que je vais présenter tout à l'heure. C'est généralement un indicateur qui est utilisé pour la revue de la performance du projet par rapport aux références de base, de contenu, de délai et du coût. Donc, c'est toujours par rapport aux trois références de base, coût, délai et contenu. L'analyse de la réserve, quant à elle, c'est une analyse qui nous permet de prévoir de nouvelles réserves ou de se poser la question, est-ce que les réserves que nous avons déjà prévues sont toujours nécessaires ou pas? Maintenant, posons-nous la question, comment analyser la valeur acquise? Pour cela, il va falloir maîtriser un certain nombre d'abréviations qui sont généralement pratiquées en anglais avec leur interprétation et puis les utiliser dans les différents calculs. D'abord, l'abréviation PV, Planned Value ou valeur planifiée. Cet indicateur-là nous donne à aujourd'hui quelle est la valeur du travail à faire. Autrement, aujourd'hui, quel était le budget autorisé pour le travail prévu. Ensuite, la valeur acquise, Earned Value, EV, Earned Value, valeur acquise, c'est se poser la question à aujourd'hui quelle est la valeur estimée, je dis bien estimée, du travail réalisé. Autrement dit, c'est comme si vous mesurez le travail réalisé en l'exprimant par son budget autorisé. Par contre, AC, Actual Cost, coût réel, c'est un coût qui correspond à ce qui a été réellement dépensé lors des travaux réalisés jusqu'à présent. Dernier indicateur, le BAC, Budget at Completion, ou budget global du projet, c'est combien vous avez budgétisé pour l'ensemble des travaux ou pour l'intégralité du projet. Alors, regardons sur ce schéma, nous avons deux tours à construire, projet 1 et projet 2. Le projet 1 a un budget global de 11 millions d'euros, le projet 2, un budget global de 5 millions d'euros. Donc, pour chacun, on va dire le BAC est respectivement de 11 millions et de 5 millions. Il est important pour analyser la valeur acquise de commencer toujours par déterminer la planned value qui est généralement extraite des informations de planification de votre projet. Alors, examinons cet exemple. Nous voyons ici un bâtiment à construire qui est composé de 5 niveaux, un rez-de-chaussée plus 4 étages. Le budget global du projet a été estimé à 5 millions d'euros et vous disposez d'une durée de 9 mois pour le réaliser. Dans votre planification, vous avez prévu la réalisation sur 9 mois selon l'échéancier suivant. De janvier à mars, vous avez prévu de réaliser le rez-de-chaussée plus le premier étage. Avril, mai, vous avez prévu de réaliser le deuxième étage. Juin, juillet, le troisième. Et août, septembre, finir l'ensemble du bâtiment par la construction du quatrième étage. Quelle est la valeur planifiée si aujourd'hui nous sommes le 31 mars? À votre avis, la réponse est 1,5 million d'euros plus 1 million d'euros. 1,5 million d'euros qui était la valeur budgétée du rez-de-chaussée, 1 million d'euros qui est la valeur budgétée du premier étage, et comme ce sont ces deux niveaux qu'on a prévu de réaliser à la fin du 31 mars, eh bien ça nous fait 1,5 plus 1 million qui donne 2,5 millions d'euros. Donc la planned value au 31 mars pour ce projet-là, pour cet exemple de projet-là, nous sommes à 2,5 millions d'euros. Ici maintenant nous sommes le 31 août. Attention, là on n'est pas à la fin septembre, on est seulement à la fin août. Le quatrième étage est censé être achevé à la fin septembre. Quelle est la valeur, la planned value, à cette date? La bonne réponse, 1,5 million d'euros pour le rez-de-chaussée, 1 million d'euros pour le premier, 1 million d'euros pour le deuxième, 1 million d'euros pour le troisième et seulement 50% du budget du quatrième étage qui était estimé à 0,5 million d'euros divisé par 2. Donc 50% de 0,5 million d'euros, ça donne 0,25 million d'euros.
le total, elle est de 4,75 millions d'euros. C'est de cette manière que nous déterminons le plus généralement les valeurs de planned value. La deuxième étape pour analyser la valeur acquise consiste à déterminer la earned value. Pour cela, nous devons nous baser toujours sur les données planifiées. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, mais également et surtout les valeurs de ce qui a été réalisé. Nous voyons dans cet exemple que ce qui a été réalisé durant la période janvier, février, mars, c'est la même chose que ce qui a été planifié. Par contre, avril-mai, on a réalisé que 50% du deuxième étage et pas le deuxième étage entièrement. Quelle est la earned value au 31 mai, à la fin du mois de mai, sachant que nous avons réalisé que 50% du deuxième étage et le rez-de-chaussée plus le premier. Si on revient à la définition de la valeur acquise, à aujourd'hui, quelle est la valeur estimée du travail réalisé? Autrement dit, si vous mesurez le travail réalisé en l'exprimant par le budget, son budget autorisé. Donc, nous regardons quel était le budget autorisé pour le rez-de-chaussée plus le premier étage, c'est 1,5 plus 1 million d'euros. Et quel était le budget autorisé pour le deuxième étage? 1 million d'euros. Nous prenons donc les 1,5 plus 1 million d'euros qui correspondent au rez-de-chaussée plus le premier, mais nous prenons que 50% du budget autorisé du deuxième étage parce que c'est ce qui a été réellement achevé. Ça donne une earned value de 3 millions d'euros. C'est de cette manière que nous calculons la earned value dans tous les projets. Troisième étape consiste à déterminer l'actual cost. Cette information-là, généralement, elle est issue du terrain. Donc, les informations qui parviennent du terrain nous indiquent qu'est-ce qu'on a réellement dépensé pour chaque lot de travaux réalisés. Nous voyons par exemple dans cet exemple, nous avons dépensé 2 millions d'euros pour le rez-de-chaussée plus 1, nous avons dépensé 0,5 millions d'euros pour le deuxième étage. Quel était notre actual cost au 31 mai? Eh bien, on va prendre 2 millions plus 0,5 millions, ça donne 2,5 millions d'euros. Ça, c'est la valeur de ce qui a été réellement dépensé. Maintenant, nous passons à l'analyse des écarts. Donc, après avoir recensé l'ensemble des données relatives à l'analyse de la valeur acquise, nous devons commencer à regarder les écarts de la valeur acquise par rapport aux valeurs planifiées. L'écart des délais est le premier indicateur. Il est intitulé SV, comme Schedule Variance, et il s'exprime par la formule SV égale Earned Value moins Planned Value. Donc là, c'est l'écart entre ce qui a été acquis par rapport à ce qui a été planifié. Si la valeur elle est négative, dans ce cas-là, le projet est en retard sur le délai prévu. Si la valeur est positive, le projet est en avance sur le délai prévu. Deuxième indicateur, c'est le CV, Cost Variance. C'est l'écart de coût et il s'exprime par la formule CV égale Earned Value moins Actual Cost. Si c'est négatif, le projet est en déficit budgétaire. Si c'est positif, le projet se porte bien et a un excédent budgétaire à ce jour-là. Troisième indicateur qui est calculé à la base des deux précédents, c'est le SPI, Schedule Performance Index, ou l'indice de performance des délais. Le SPI s'exprime par la formule EV divisé par Planned Value, Earned Value divisé par la Planned Value. Si le résultat, si l'indice que nous obtenons est inférieur à 1, le travail est moins avancé que ce qui a été prévu initialement. S'il est supérieur à 1, on peut dire que nous avançons à un rythme plus fort et plus rapide que ce qui a été prévu initialement. Dernier indicateur, c'est le CPI, Cost Performance Index, ou l'indice de performance des coûts. Le CPI égale la Earned Value moins le Actual Cost. Donc, de la même manière, si l'indicateur est supérieur à 1, nous avons un coût inférieur et donc le projet est bien. Si c'est inférieur à 1, nous avons un dépassement de coût pour le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant. Et là, ça veut dire qu'il va falloir réagir pour rattraper ce dépassement de coût.
Maintenant, pour mettre en pratique ces différents indicateurs, je vous invite à examiner l'exemple suivant. Nous avons toujours les mêmes données de planification qu'on a vues précédemment. Nous avons les mêmes données de réalisation et nous sommes amenés à calculer le cost variance, le SPI et le CPI au 31 mai. Dans ce cas-là, la planned value est toujours la même. Donc, au 31 mai, ce qui a été planifié, c'est de faire les étages RDC à premier étage, deuxième étage seulement. Et donc, la valeur budgétisée pour ces trois niveaux, c'est 1,5 million plus 1 million plus 1 million. Ça fait 3,5 millions. La earned value, on doit regarder ce qui a été réalisé. Ce qui a été réalisé, c'est ce qu'on a vu également tout à l'heure. Earned value, le RDC et le premier étage sont exécutés, sont réalisés, et seulement 50% du deuxième étage sont réalisés. Donc, ce qui donne 1,5 plus 1 million pour le rez-de-chaussée plus le premier étage, et seulement la moitié du 1 million pour le deuxième étage, qui donne un total de 3 millions. L'actual cost, c'est 2 millions plus 0,5 millions d'euros. La schedule variance calculée, c'est 3 millions d'euros moins 3,5 millions d'euros, ce qui nous donne un résultat négatif, moins 0,5 millions d'euros. Le SPI, l'indice de performance sur les délais, il est de 0,85. Le cost variance, quant à lui, il est positif, il est de 0,5. Et le CPI, il est supérieur à 1, il est de 1,2. Dans ce projet, nous sommes en retard sur le délai prévu et les coûts dépensés sont inférieurs aux coûts planifiés. Donc nous avons une situation un peu paradoxale. Ça veut dire que nous avons pris beaucoup de retard dans l'exécution des travaux, mais au niveau budgétaire, nous maîtrisons bien les coûts. Nous avons fait appel à des ressources qui sont moins coûteuses que prévu. Ces indicateurs restent tout de même insuffisants pour une meilleure visibilité sur l'avancement futur du projet. Ça nous donne uniquement la situation à aujourd'hui, mais il est nécessaire de compléter ces calculs par une analyse des tendances dans le but de voir si on continue à ce rythme, comment on va terminer le projet. Et c'est l'objectif du slide suivant. Analyser les tendances, c'est une technique dont l'objectif est d'examiner les performances du projet dans le temps pour déterminer si elles s'améliorent ou si elles se dégradent. Les techniques d'analyse se basent généralement sur des graphiques. Et le fait de se baser sur des graphiques, c'est utile pour comprendre la performance à ce jour. Dans le cadre d'analyse de la valeur acquise, vous avez besoin de 3 paramètres qui sont la valeur planifiée, ce que nous voyons en vert, la valeur acquise, ce que nous voyons en jaune, et la valeur des coûts réels, ce qui apparaît dans ce graphique en noir. Ces valeurs peuvent être relevées, rapportées par période, généralement par semaine, et de façon cumulée. Ce diagramme présente les données de valeur acquise sous la forme d'une courbe pour un projet dont le coût dépasse nettement le budget et dont le travail est en retard par rapport à l'échéancier. Nous pouvons bien l'observer, on voit bien la courbe en noir, elle dépasse ce qui a été planifié, la courbe en vert, et ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant, elle est bien en retard, c'est la partie en jaune. Le chef de projet, en se basant sur ces 3 courbes, doit essayer de prédire le nouveau budget du projet et éventuellement, en continuant à ce rythme-là, quel serait l'écart final entre le budget prévu initialement et le budget réel dont on aura besoin pour finir les travaux. Alors, ce nouveau budget mis à jour s'appellera dorénavant le EAC, le Estimate at Completion, ou la nouvelle estimation à la fin du projet. Et pour y arriver, nous avons besoin d'estimer quel est le montant nécessaire, bien évidemment en tenant compte de ce qui a été dépensé jusqu'à maintenant. Ce montant nécessaire, on l'appellera dorénavant le ETC, Estimate to Complete. Et on va examiner l'écart entre le EAC et le BAC pour voir on sera à un écart de combien à la fin du projet. Pour cela, nous avons besoin de faire les calculs suivants. Le EAC, comment on l'obtient? Le EAC, qui est le coût final estimé, c'est tout simplement le BAC divisé par le CPI.
Le ETC, quant à lui, c'est le coût du reste à faire. Donc, c'est le ETC, donc c'est le EAC moins AC. Le VAC, c'est l'écart final. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la comparaison entre le BAC et le EAC, ou l'Estimate at Completion. Le dernier indicateur, qui est un indicateur très important, c'est l'indice de performance à terminaison du projet, To Complete Performance Index, qui se calcule par la formule suivante, c'est le BAC moins la Earned Value divisé par le BAC moins l'Actual Cost. Regardons cet exemple pour y voir plus clair. Nous allons mettre en pratique l'ensemble de ces indicateurs dans le même exemple que tout à l'heure. Nous reprenons les mêmes données. Ce que nous avons calculé tout à l'heure, c'était un SPI qui est de 0,85, un CPI qui est de 1,2, et nous devons, en nous basant sur l'ensemble des données, calculer le ETC, le Estimate at Completion, et le ETC. Le Estimate at Completion, dans notre cas, elle est de 5 millions, la valeur du BAC, divisé par 1,2, qui est la valeur du CPI, ça nous donne 4,16 millions d'euros. Ça veut dire que nous pouvons, en continuant sur le même rythme, finir ce projet à 4,16 millions d'euros au lieu de 5 millions d'euros. Ça veut dire aussi que pour arriver à la fin du projet, nous avons besoin d'un budget de 1,66 millions d'euros de disponibles dans nos fonds. Ça a été calculé en nous basant sur le nouveau budget, le EAC, 4,16 millions, moins les 2,5 millions qui est la valeur AC de ce qui a été actual cost, ce qui a été réellement dépensé. Ça nous donne 1,66 millions d'euros. C'est le montant dont on aura besoin pour finir le projet. Maintenant, je vais essayer d'interpréter tout ça dans l'action, comment un chef de projet peut mobiliser l'ensemble de ces indicateurs lors de réunions d'équipe. Dans cet exemple, le chef de projet s'exprime, il dit « Nous sommes dans ce projet depuis 6 mois maintenant et ma dernière analyse montre que nous avons un CPI de 1,2 et un SPI de 0,89. Cela signifie que nous avons acquis 1,2 $ pour chaque dollar dépensé, mais nous ne progressons qu'à un rythme de 89% par rapport au rythme initialement prévu. Quelles sont nos options pour corriger ce problème? Premier membre de l'équipe, il répond, il dit « Vous pouvez me retirer de l'équipe, du projet et me remplacer par quelqu'un de moins coûteux. Je pense être la ressource la plus coûteuse pour le projet. » Chef de projet réagit « Votre proposition nous fera gagner en coût, mais pas en délai. Tu es notre meilleure analyse et le fait de te remplacer ne règle pas le problème. » Un autre membre de l'équipe s'exprime, propose qu'on annule l'acquisition des nouveaux ordinateurs ou tout simplement informer le client que le projet s'achèvera avec 2 semaines de retard. Bien évidemment, je note ici que la deuxième proposition, informer le client qu'on va achever avec 2 semaines de retard, c'est pas quelque chose qui est privilégié pour un chef de projet, surtout qu'on n'a pas encore épuisé toutes les options. Le chef de projet, il réagit, dit « Annuler l'achat des ordinateurs va réduire nos coûts, mais pas nos délais. Concentrons-nous sur l'échéancier. » Un autre membre de l'équipe intervient et propose « Puisque nous sommes bons sur les coûts, pourquoi pas intégrer un nouveau programmeur dans notre équipe? Cela pourrait accélérer les prochains développements. » Cela me paraît être la meilleure option. Trouvons alors un programmeur rapidement. Merci. Alors, pour synthétiser tout ça, je vous invite à faire un atelier composé de 2 exercices. Le premier exercice, votre projet consiste à construire une nouvelle clôture de 4 façades. Chaque façade nécessite une journée de travaux, soit un budget de 1 000 $ par façade. L'achèvement des façades est prévu l'une après l'autre, comme on peut le voir sur le diagramme qui est en bas. Aujourd'hui, vous êtes à la fin de la 3e journée et vous devez vous baser sur les données qui sont en bas du tableau pour calculer la SV, le CV, la SPI, le CPI, le EAC, le ETC et la VAC. Bien évidemment, toujours à la fin de la 3e journée. Sachant que vos données, c'est que la première façade a été exécutée à la fin de la 3e journée. Nous sommes
un pourcentage d'achèvement de la première façade 100%. Nous avons dépensé pour ça $1000. Deuxième façade également achevée totalement. Nous avons dépensé $1200. La troisième façade, 50% seulement achevée. Nous avons dépensé $600. Et la quatrième façade n'est pas encore entamée. Prenez quelques minutes pour résoudre cet exercice avant de voir la solution. Voici la solution de cet exercice. En considérant les données que vous avez dans le graphique et en bas du tableau, vous pouvez déduire que la planned value à la fin de la troisième journée, c'est la valeur budgétisée, autorisée pour la façade numéro 1 qui est de 1000 €, la façade numéro 2 et la façade numéro 3. Nous sommes à la fin de la troisième journée, nous sommes censés avoir fini les trois façades et donc nous sommes censés avoir consommé 3000 €. La earned value, elle se réfère par rapport à ce qui a été réalisé concrètement. Donc, ce qui a été réalisé, c'est la façade numéro 1, sa valeur budgétée, elle est de $1000. La façade numéro 2 également a été totalement achevée, donc $1000. Et la façade numéro 3 était partiellement achevée, seulement 50%, donc c'est seulement $500. La earned value, dans ce cas-là, elle est de $2500. L'actual cost, c'est la somme de ce qui a été réellement dépensé. La façade 1 a nécessité une dépense de $1000, la façade 2, $1200 et la façade 3, $600. Donc, l'actual cost, elle est de $2800. Le BAC, c'est l'ensemble du budget de projet. On nous a dit que chaque façade nécessitera $1000 de budget, donc 1000 fois 4 façades, ça nous donne $4000. Le reste, c'est des calculs en fonction des données que je viens de relever. La cost variance, c'est la différence entre la earned value et l'actual cost. La earned value, elle est de $2500 et l'actual cost, elle est de $2300. Nous avons ici un CV qui est négatif de moins $300. Le CPI, c'est la même chose, la earned value divisée par l'actual cost, donc 2500 divisé par 2800, ce qui donne 0,893. La SV, c'est la earned value moins la planned value, donc 2500 moins 3000, également un résultat négatif. La SPI, c'est la earned value divisée par la planned value, 2500 divisé par 3000, ça donne 0,833. Et le EAC, c'est le BAC divisé par le CPI, c'est 4479. Et finalement, le ETC, qui est la différence entre le EAC 4479 et l'actuel cost, $2800, soit 1679. Et finalement, la VAC, qui est de $4000, c'est le BAC moins le EAC, qui est de 4499, soit moins 479. Donc, il nous faut moins. Donc, à la fin, nous allons avoir un écart entre le budget prévu initialement et le budget qu'on vient de prédire de $479. Nous reprenons maintenant un autre exercice, toujours avec la même problématique, mais on suppose qu'on est sur un autre scénario. Donc, dans ce scénario, on suppose que vous êtes toujours à la troisième journée, mais que la première journée, vous avez terminé la façade 1, la deuxième journée, vous avez pas fini, vous avez bien avancé sur la façade 2, mais vous avez également entamé et réalisé la moitié de la façade 3. La troisième journée, vous avez fini la façade 2 et vous avez réalisé 75% de la façade 4. Donc, vous avez avancé sur la façade 4 avant le quatrième jour. Quelles sont les valeurs de vos indicateurs? Comme tout à l'heure, prenez quelques minutes pour les définir. Solution de l'exercice numéro 2. Ici, notre planned value, elle est toujours la même, puisque nous sommes à la fin de la troisième journée. Ça doit être 1000 plus 1000 plus 1000, 3000. La earned value doit faire très attention. Qu'est-ce qui a été réellement réalisé? Donc, façade 1, toute sa valeur, 1000. Façade 2, toute sa valeur, 1000. La façade 3, moitié de la valeur, 500. Et la façade 4, qu'on a commencé avant la fin de la troisième journée et dont on a réalisé 75%, eh bien, donc, la somme de toutes ces valeurs nous donne une earned value de $3250. L'actual cost, on prend les valeurs de ce qui a été dépensé, 1000 plus 900 plus 600 plus 600,
$3100. Le BAC n'a pas changé, c'est $4000. Le cost variance, c'est la différence entre la earned value et l'actual cost, $150. Le CPI, c'est le rapport entre la earned value et l'actual cost, $1,048. Le SV, c'est la différence entre la earned value et la planned value. Nous avons un SV positif également, $250. Et le SPI, c'est le rapport entre la earned value et la planned value, soit $1,083. Ce qui nous donne un certain nombre de données qui nous permettent de projeter sur l'avenir du projet. EAC égale 4000 divisé par 1,048, qui est la valeur du CPI. Ça nous donne $3817. Ça veut dire que le nouveau budget de ce projet-là, ou tout simplement on peut dire que ce projet-là, on pourrait l'achever avec $3817 au lieu de $4000. Pour cela, si on tient compte de ce qu'on a consommé jusqu'à maintenant, il reste à financer $717 et la variance à la fin, l'écart à la fin serait de $183, qui est un écart positif, ça veut dire qu'on aura économisé $183 à la fin du projet. Merci d'avoir suivi ce chapitre sur le management des coûts. On se donne rendez-vous au chapitre prochain qui va traiter le management de la qualité. Au revoir.